Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 10 novembre 2020. Martin Lemay en compagnie de l'excellent, la brute, Yannick Lévesque. Hello, Yann. Comment ça va? Ah, tu peux... Ça va bien, ça va bien. Écoutez, on est en direct. On Jase, c'est un podcast qui a fait ses classes depuis quelques années dans le monde du podcast et RDS a eu la brillante idée d'amener le podcast à la télévision. Donc, les gens qui apprennent à connaître le podcast pour la première fois, bienvenue. C'est un show interactif. Vous pouvez venir interagir avec nous via notre page On Jase sur le rds.ca/On Jase, sur nos pages Facebook de RDS ainsi que la page de On Jase. C'est encore une fois, je pense, c'est Rock qui est aux médias sociaux avec nous aujourd'hui. Magnifique Valérie à la mise en onde également qui est avec nous. Girl Power, let's go, on lâche pas. Et également, on va avoir Normand Flynn aujourd'hui et Guy Boucher avec nous. On va avoir du fun également. On va s'amuser avec qui ont été les 5 meilleurs premiers choix. Non, les 5 pires premiers choix et les 5 meilleurs derniers choix dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Puis je pense qu'il y a matière à débattre là-dessus. On va en jaser avec Normand Flynn un peu plus tard. Yann, comment ça va? Tes histoires de micro, parce qu'avant qu'on rentre en onde jusqu'à la dernière seconde, on t'entendait comme si tu étais sur Mars. Comment ça va? Hey, ça va bien. C'est juste à cause de cette petite bébelle-là, finalement. C'est flambant neuf, mais ça vaut pas 5 cents. Mais heureusement, on avait un backup. Fait que tout fonctionne bien. Tout est correct. On est venu à bout d'avoir quelques sueurs froides quelques secondes avant d'entrer en onde. C'est pour ça on se connecte. Les gens ne le savent pas, là, mais on est toujours branchés quand même une bonne vingtaine de minutes à l'avance pour s'assurer qu'on n'a pas de problème. Puis là, tout est réglé grâce à l'excellent travail de toute l'équipe technique qui est un peu partout, en régie à RDS, mais également au domicile. Donc, merci beaucoup à tout le monde de leur patience et tout fonctionne très, très bien. Ça va être le fun aujourd'hui, gros show. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. D'ailleurs, sais-tu quoi, Martin? Avant que Normand arrive, j'ai envie de lancer ça comme ça. Les gens là, qui ont le goût de réagir et qui ont le goût de peut-être donner... Parce que Normand va donner son top 5 des meilleurs et des pires, comme tu as dit, mais il y a peut-être d'autres noms qui vont vous venir en tête. Envoyez-nous vos suggestions, soit par Facebook, également sur la page de rds.ca, puis on va vous lire. On va soumettre les noms à Normand au fur et à mesure que la conversation va s'allonger. Donc, parce que, tu sais, les top 5, les meilleurs et les pires, on s'entend-tu qu'il y en a plus que 5? Là? On pourrait facilement aller avec un top 10, un top 15 même. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, puis c'est ce que Normand a fait. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis c'est ça que j'ai envie que les gens réagissent. Là. Envoyez-nous vos noms, puis moi, je vais les soumettre. Là. Pendant que Normand va parler, je vais aller lire sur Facebook. Martin va lire sur rds.ca. Puis comme ça, on va être en mesure de lancer vos noms dans la discussion. Je veux juste te dire que c'est pas avec une voix de même, parce que ton micro, toi, tu penses qu'il est rétabli. Là. C'est pas avec une voix de même que tu t'es fait une blonde cette année. Là. On va te le dire, moi, c'est assez désagréable. Ça fonctionne pas? Mais on t'aime pareil, là. Oh, ouais, ça va bien, mais... Pour vrai? Faut ta plus belle voix. Mais là, il n'y a pas personne qui m'a rien dit là, que le micro ne fonctionnait pas. Non, mais moi, j'aime ça t'écœurer pour que tu te sentes mal. Bon, on va y rejoindre Flanner! C'est pas quoi dire. Hey, Norm! Salut les boys. Bon, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Yes, c'est là. T'avais envie de mettre le trouble, là? Tu veux jaser des 5 pires premiers choix? Pas juste du Canadien, là, Martin. Là. Pas qu'on chicane tout le temps. Là. Des fois, il faut qu'on soit d'accord. Hey, t'es-tu dans zone rouge comme nous autres à cette heure? Il me semble que t'as la face rouge aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoutais écœurer Yannick avec sa voix, là, mais d'après moi, t'as passé la face en avant du broiler. Ouais, elle sait plus quoi faire avec ça. Là, t'as-tu mis le même? Ah, là, c'est mieux! Elle sait plus quoi faire avec ça. C'est une question d'éclairage. Ah, c'est ça, l'éclairage. Ouais, je te dis, on dirait que t'étais au salon de bronzage il y a 2 minutes. Non, je vais pas là. Moi, je me cache du soleil dans la vie. Fait que, mauvaise impression. Hein? C'est vrai, si tu je restes suis au loin Québec... d'Éric Soleil, je te dirais, ouais. OK. Ouais. Hey, Norm, avec quoi tu veux commencer? Les pires premiers choix de l'histoire, il y en a une couple de faciles, là. Oui, il y en a une couple de faciles. Moi, je vais te donner ma liste. Écoute, j'ai passé à travers plusieurs noms, puis j'ai comme été en priorité. Et je vais te donner mon premier. Veux-tu que je commence par 5e en m'en allant vers le pire? On va y aller avec à l'envers. Vas-y, t'as le sens okay? du spectacle. J'en ai 5. Fait que je vais te donner le 5e, puis je vais t'amener au pire. Le 5e. Vas-y. Les Trashers d'Atlanta. Repêché en 1999. Il a joué. C'était un attaquant.
Un Européen. C'est supposé d'être une je le sais, bombe. c'est quoi son nom, là? Il avait joué dans la Ligue américaine à 17 ans, chose qu'on n'a pas le droit de faire, nous autres, les pauvres Canadiens, puis même les Nord-Américains. Patrick Stéphane. Puis lui, il a fait partie d'un super deal, il faut se rappeler. Brian Burke avait été intelligent à l'époque. Ce que Brian Burke avait fait, il avait transigé avec Atlanta, leur avait donné son choix première ronde pour pouvoir mettre la main sur les jumeaux Sedin. Alors, il a passé par Atlanta et le choix qu'Atlanta a pris en premier au total, c'était Patrick Stéphane. Donc, il a réussi à ramasser les jumeaux Sedin en cette raison-là. Puis, Stéphane, mais il y avait des attentes incroyables envers lui. Il faut être honnête. Tu sais, souvent, là, on blâme les équipes. Mais le premier au total, tu disais pas là de te tromper. Mais les autres s'étaient vraiment trompés parce que Patrick Stéphane n'a jamais été l'ombre du joueur qui était supposé. Hein? Moi, j'ai une question que je vais poser pendant tout le show, Yann puis Norm. Là. Je vais vous poser la même question pendant tout le show. Es-tu si mauvais que ça, le choix, ou c'est parce que les gars qui ont été pris après lui ont été bien meilleurs que lui? Ben, souvent, c'est le cas, là. Oui, mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, les dépisteurs, là, c'est une projection qu'il faut qu'ils fassent. Puis, dans un sens comme dans l'autre, on a vu des erreurs. Là. Dans un sens, c'est-à-dire que, tu sais, t'es-tu chanceux ou t'es bon quand tu repêches, exemple, Luc Robitaille. Là, ça va être, je t'ai vendu mon punch pour tantôt, là. Mais tu le repêches en 9e ronde. C'est-tu parce que t'es bon ou parce que t'es chanceux? C'est ça la question. Ben, moi, je pense que c'est un mélange des deux. Tu répondrais quoi? Ben, t'es chanceux parce que tu savais qu'il était bon de même. J'espère qu'il le prend en première ronde. Meilleur lié gauche de la Ligue nationale ever. J'espère qu'il le prend en première ronde. Martin Brodeur, il y a combien d'équipes qui ont passé en avant de lui? Non, mais c'est ça. Martin Brodeur, combien d'équipes qui ont passé devant lui qui l'ont même pas. Équipe Canada Junior, moins de 20 ans, l'ont même pas sélectionné. Il n'a jamais été là. Il s'en va dans la Ligue nationale, il repêche en première ronde, mais en fin de première ronde. Si tu sais qu'il pourrait être aussi bon que ça, là, il y en a-tu 19 équipes qui ont levé le nez sur le meilleur gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale? Encore là, j'insiste, le meilleur ever. T'as passé par-dessus. Il y a 19 équipes qui ont passé par-dessus. Ouais, mais... Et souvent, Normand... Ou t'es bon? Ouais, mais parce que où on se trompe quand on parle du repêchage de même, là, Norm, là, c'est on repêche pas le meilleur au monde. On repêche celui qui montre des signes qui sera un bon joueur de hockey. Ce qui fait par la suite, je vais te donner un exemple. Tom Brady, là, ce qui fait qu'il a été le GOAT, là, c'est sa préparation. Il n'y a personne qui met autant d'efforts dans la préparation, puis la majorité des bons joueurs, by the way, c'est ce qui fait les démarques des autres, c'est à quel point ils se préparent, c'est à quel point... Tom Brady, là, c'est une machine à regarder des films, c'est pas le gars le plus en forme, c'est pas le gars... C'est une préparation. Tu peux pas savoir ça chez n'importe qui. Le plus jeune comme au plus vieux, Sidney Crosby, puis Guy va être là tout à l'heure, là, Guy l'a déjà dit, c'est pas le meilleur joueur au monde, mais c'est le gars qui prend ça le plus au sérieux. C'est le freak d'entraînement. C'est le gars que tu n'es pas capable de sortir de l'entraînement. Fait qu'à 18 ans, tu peux pas savoir comment ces gars-là vont devenir. Tu peux évaluer les coups de patin, tu peux évaluer... Il va te donner Robitaille comme exemple, puis je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Puis le pire, c'est que je vais retrouver le message d'un quelqu'un hier qui m'a écrit sur Messenger. C'est l'autre, tu parles de Robitaille. Il m'a dit, moi, je suis jeune. Là, je regardais Hockey DB, puis j'ai vu que Luc Robitaille était repêché en 9e ronde. Il dit, comment ça? Juste en 9e ronde. Et j'ai répondu, Norm, puis toi, tu étais là dans le temps en plus, c'est encore pire. Il patinait pas. Patine dans le sable, il n'a jamais patiné. Il n'y a personne qui aurait mis sa tête sur le bûcher pour dire, prends Robitaille en première ronde, va t'en marquer 800-900 buts. Dans la chose, tout le monde aurait regardé autour de la table, il aurait dit, t'es un épais. Il avance pas. Mais Robitaille a fait autre chose que les gens ne pensaient pas. Mais à l'évaluation du talent, il avançait pas. Encore aujourd'hui, Robitaille junior, tu le draftes pas première ronde, il avance pas. Non, mais Martin, il avançait pas, mais il ramassait des points. Il ramassait des points. J'en connais un qui avançait pas, puis il a marqué bien des points dans la Ligue nationale avant lui, là. Phil Esposito. Il disait qu'il ne savait pas patiner. Il patinait, on dit ça en anglais, knock-knee. Patine les joues par en dedans. Mais scorer des buts... Il la mettait dedans tout le temps. Tim Kerr avec les Flyers de Philadelphie, il ne savait pas patiner. Il la mettait dedans. Mais moi, je te dis pas là, que dans ce temps-là, je suis d'accord. Parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Quand tu me parles de la préparation de Tom Brady, là, à quoi servent d'abord les journées et les semaines avant l'entraînement, avant le repêchage, où on a un psychologue sportif, un professeur de un coach, un recruteur, un directeur gérant? Pose toutes tes questions, jeune.
Il l'évalue de fond en comble, il le tourne à l'envers, puis combine, puis regardez, tu vois les habitudes. Tu sais, si jeune, c'est un travaillant là, à 17 ans. D'habitude, il reste travaillant le restant de sa vie. Si c'est un flambeau et un paresseux, c'est rare que ça devienne un gars qui est agressif, qui a du caractère, etc. Je sais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, ils réussissent à se tromper encore avec tous les outils qu'ils ont pour évaluer les jeunes. Avant, je peux comprendre. C'était un monsieur dans les estrades, puis il regardait ça, puis il prenait des notes. Oups, puis il y avait des notes d'un autre. Mais aujourd'hui, là, c'est worldwide, c'est à la grandeur de la planète. Il y a des scouts partout. Ouais, il y a des spécialistes pour à peu près tout. Normand, aussi, dans ce temps-là, puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'est encore plus vrai. Souvent, là, les gars, tu sais, tu parles de Luc Robitaille, là, je ne sais pas si lui, spécifiquement, c'est arrivé, mais souvent, là, c'est un Québécois, bien là, tu as le dépisteur du Québec qui a peut-être commencé à parler de Robitaille en 5e ronde, en 6e ronde, en 7e ronde, puis là, à force de taper sur le clou à son DG, tu sais, rendu en 9e ronde, le DG dit « Bon, c'est correct, on va le prendre, là, on va voir. » Fait que, tu sais, souvent aussi, c'est le facteur chance, mais tu sais, il faut que ça tout soit aligné au bon moment. Tu sais, ça peut être un dépisteur qui l'a vu jouer, je sais pas, moi, 25 matchs dans sa saison junior à Hull, à l'époque, avec les Olympiques de Hull, puis que lui, il dit « Garde, prenez une chance avec, vous allez voir. » Tu sais, puis c'est sûrement arrivé avec d'autres joueurs. Là, je parle d'un gars du Québec, ça peut être un gars de l'Ontario ou ailleurs, là. Il était slow, OK? Comme Martin dit, il était slow. Il a joué les Angevins de Bourassa, c'est un petit gars de Ville-d'Anjou en passant, OK? 93 points, Midget 3. 85, sa première année avec les Olympiques de Hull. Je vais dire, il a bonne équipe. 85 points, c'est pas mauvais, dont 32 buts. L'année d'après, 84-85, 148 points, mon Martin. 55 buts en 64 matchs. Il était slow. L'année d'après, pour prouver à tout le monde qu'il était encore meilleur que ça, 191 points. Ça, c'est près de 200. 68 buts en 63 matchs, 123 passes. 9e ronde. Y a-tu quelqu'un qui a manqué le bateau? Pas à peu près. Norm, toi, comme dépisteur, je te gage ma paye que tu n'aurais jamais mis ta tête sur le bûcher avec un Luc Robitaille qui a autant de points parce que les joueurs qui se présentent au repêchage, ils en ont tous 4000 points dans le midget puis dans le bam-tam. Corey Lockey, t'as connu ça, là, toi? Comment il s'appelait la crevette? Corey Locke. Shrimp. Comment il s'appelait, le shrimp? Corey Locke, Shrimp, là, tu sais, pas... Robbie Shrimp. Comment il s'appelait? Robbie Shrimp, c'est un Américain. Robbie Shrimp. Hey, en as-tu fait des points, lui? Shrimp, hey, left and right, assis ses fesses, pas de patins, des patins à 4 lames, il en a scoré. Il est arrivé dans la Ligue nationale, zéro niette. Normand Flynn, sois honnête, tu peux pas arriver comme gars de hockey puis dire Robitaille, il a scoré Midget, il a scoré Junior, mais il avance pas, puis sais-tu quoi? Il revient pas à part de ça. Luc Robitaille, te dirait, c'est qu'est-ce qu'ils font après avec ce qu'ils ont qui fait que ça devienne ces grands joueurs-là? Mais je suis d'accord, mais 9e ronde! 9e! Tu sais, s'il m'avait drafté en 4e, 9e ronde! Il n'y a plus de sandwich à la table. Les 3/4 du monde sont partis. Hey! T'as un gars de 200 points histoire, sa dernière année dans la Ligue. Voyons donc! Je vais te conter une histoire. Tu parles que, tu sais, aujourd'hui, il y a des méthodes, etc. Je vais te parler d'un gars qui s'appelle Darren Waller. C'est l'ailier rapproché des Raiders de Las Vegas, OK? J'ai vu son histoire. Ce gars-là passait proche de la mort parce qu'il était dans dope, etc. Ce gars-là est arrivé au combine de la NFL. Tu dis combine. La NFL, là, y en ont-tu des bébites autour des joueurs pour savoir lequel repêcher? Parce qu'eux autres, ils sont efficaces dans leur équipe tout de suite. Il ne faut pas qu'ils attendent 4 ans qu'ils se développent. C'est ce que tu vois là, c'est ce qu'il va te donner dans ton club. Fait que c'est encore plus proche. Lui, là, il est repêché tardivement. Il a un moment donné, John Harbaugh, l'entraîneur des Ravens de Baltimore, il fait « Hey, le Waller, là, il saute plus haut que tout le monde. Ils viennent de faire le 0,40 dans un temps record. C'est un train. C'est Megatron 2.0. Il est gigantesque. Il est fort comme un train. Comment ça, il n'est pas repêché? » Ouais, mais c'est un imbécile. Il est sa dope. Il veut pas prendre sa vie en main. Il va être suspendu surtout qu'on va le rentrer dans la NFL. Mais finalement, c'est fait repêcher tardivement, archi gros talent, s'est fait suspendre 1 fois, 2 fois. Il a fallu qu'il tombe pour mort à côté de son char, overdose, pour qu'on débarque de l'équipe régulière. Et c'est John Gruden qui l'a signé à Vegas, qui a mis de l'ordre dans sa vie, puis aujourd'hui, c'est un joueur vedette. Tu vois-tu? Ils l'ont repêché pareil, parce qu'il y avait toutes les... On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec leur talent. T'as beau avoir les meilleurs docteurs, psychologues, whatever, tu ne sais pas tant que c'est pas eux autres qui vont prendre la décision de faire les bonnes affaires.
Non, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis il y a toujours une façon qu'un gars va prendre sa vie en main. Puis c'est pour ça qu'il y a des trophées là, qui existent dans la Ligue nationale. Regarde, Robin Lehner, il l'a fait pour une saison. Tu vas dire, est-ce que ça va être duré? J'y le souhaite. Il a semblé avoir réglé son problème. Puis là, il a signé un contrat de quoi? 5 ans? Il a signé un contrat de 5 ans avec Vegas, Robin Lehner? Non? Oui, il ça fait 2 ans qu'il va récemment. bien. Ça fait 2 ans qu'il va bien. Donc, il y a une façon de réparer. Moi, je dis pas... Comment ça se fait que même... Là, je vais blâmer les organisations au Québec, là. Le Canadien de Montréal, comment ça se fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas touché à Luc Robitaille avec autant de points? C'est sûr qu'il va y avoir plein de choses négatives, mais on pourra en parler toute la journée. Je vais y aller avec mon autre choix. Mais là, Normand... Oui. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Je te ramène dans tes pires choix parce que là, tu nous as parlé de Stéphane puis tu as jumpé sur Robitaille. Fait que là, revenons à ce qu'on commençait. Les 5 pires choix. Ouais. Là, tu avais Patrick Stéphane, Atlanta, choix 5. Exact. Là, je vais tous les nommer jusqu'au premier, puis on va pouvoir débattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Pas pire, parce que sans ça, ça va être, il va y avoir Guy qui va rentrer, puis on n'aura plus de temps. Alexandre Daigle. Okay. Alexandre Daigle. Il a joué quand même 10 saisons dans la Ligue nationale. Il n'a pas été phénoménal, mais première ronde, premier au total, qui n'a pas répondu aux attentes. Lui, il est choix 4. Mon choix 3, Rick DiPietro. Premier au total. C'est rare qu'on repêche un gardien de but premier au total. Rick DiPietro, c'est probablement, lui, une autre raison. Là, c'est son contrat qui l'a mal fait paraître parce que lui a joué quand même 11 saisons dans la Ligue nationale puis il est encore sur le payroll des Islanders. Monsieur Charles B. Wong, il a décidé de faire signer le plus gros contrat ever quand c'est arrivé. 60 millions, 15 ans. Il paye encore 1,5 jusqu'en 2028. Je pense qu'il travaille sur le broadcast des Islanders pour se payer. 29, en tout cas, whatever. Il est encore sur le payroll. Deuxième, j'ai nommé... Malheureusement, c'était lui aussi, c'était une autre situation où il n'y avait pas le choix, les recruteurs, d'aller le chercher. Doug Wickenheiser. Lui, il n'était pas le plus vite, mais 92 buts cette dernière année dans la Ligue de l'Ouest, avec les passes de Regional, capitaine de l'équipe, gros bonhomme. C'est sûr que le Canadien aurait pu prendre Denis Savard à place de lui. Denis Savard était dans les jambes. On peut en débattre. Mais le premier de tous, moi, je pense que tu peux pas te tromper quand tu es chanceux, comme les Oilers l'ont été, chanceux de gagner le boulier 3 ans d'affilée, puis en plus, ils l'ont une autre année pour repêcher Connor McDavid. Mais quand ils ont repêché en 2012, Nail Yakupov, d'après moi, c'était un des plus grands flops de l'histoire des Oilers d'Edmonton. Et probablement, moi, je pense que c'est le pire premier overall qui a été pris. Là. Même s'il a joué 4 saisons avec les Oilers sans faire trop de dommages, il a fini avec l'Avalanche du Colorado. Il avait passé par les Blues de Saint-Louis. Les Oilers avaient finalement soumis au ballottage. Les Blues l'ont pris. Ça n'a rien donné, puis il s'est ramassé avec l'Avalanche pour terminer sa carrière. Il joue dans la KHL maintenant. Et tu sais quoi, avec la KHL, il a passé 3 équipes déjà. Ouais, c'est ça. Moi, je vais y aller avec... Je suis le plus vieux du groupe, là. Je vais y aller dès le départ avec Wickenheiser, parce que ça, on va régler ça assez vite. Tu sais, ça, là, on parle de 1980. Ça fait longtemps, là. Puis là, les plus jeunes qui nous écoutent sur le web, puis tout ça, c'est sûr que on les a perdus. Mais... Non, mais sauf que... Tu sais, on le critique, puis ça a tellement été critiqué pendant des années, ce choix-là, mais rappelez-vous, là, tu sais, tu l'as dit, 92 buts, grand gros bonhomme, il y avait tout pour réussir, Wickenheiser. Il était étiqueté comme étant pour être assurément un des plus grands joueurs de la Ligue nationale pour les années à venir. Ce qui a fait mal, c'est que t'as le petit gars de Montréal à côté de Verdun, Denis Savard, qui, lui, est sorti après, que le Canadien aurait pu prendre à la place de Wickenheiser. Puis là, si tu compares les deux carrières, ben le choix est vite fait. Mais Denis Savard, petit gabarit, plus rapide, des mains, un marqueur. Wickenheiser, gros bonhomme. Sauf qu'à cette époque-là, dans les années 80, rappelez-vous, le style de la Ligue nationale, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Quand tu avais un gros bonhomme qui marquait des buts, là, comme Wickenheiser, tu pouvais pas passer à côté de ça. C'était impossible. Puis c'est ce que le Canadien a fait. Ils l'ont pris. Exact. Je me corrige, c'est la dernière année comme capitaine en 80, là, 89 buts. J'ai dit 92, c'est 89, j'étais rendu en erreur. Bon. 170 points. Il a joué. Exact, oui. Mais il a joué 4 saisons avec le Canadien avant d'être échangé aux Blues.
Il a joué 4 saisons avec les Blues. Il a fini sa carrière avec les Rangers en Ligue nationale pour ensuite aller... Washington dans la Ligue nationale pour ensuite se ramasser en Italie et en Suisse. Malheureusement, on sait que Doug est décédé aujourd'hui. Il y a eu un cancer et c'est malheureux. Mais comme le dit Yannick, à l'époque, c'était un excellent choix. Mais Denis Savard était dans le cours du Canadien. Et là, évidemment, on les a blâmés pendant des années de ne pas avoir pris de petits Québécois qui étaient là. Mais imagine-toi Doug Wickenheiser aussi, Martin. Rappelle-toi, Martin et Yannick, rappelle-toi, là, qui jouait dans cette équipe-là quand il est arrivé? Il y en avait des superstars déjà installés. Là. Guy Lafleur était là. Oui, puis même... Je m'imagine Guy Lafleur. Même Guy Lafleur a dû attendre sur le banc. Oui, mais Guy Lafleur, il a dû dire au kid, là, « Hey, le kid, quand t'as la rondelle, là, passe-moi là. T'es bien mieux de me passer le puck parce que t'en reverras plus jamais. » Imagine-toi la pression qu'il devait avoir autour de lui. Lafleur, c'était le king, c'était le coq de l'équipe. Je suis convaincu que Wickenheiser, quand il attachait ses patins dans la jambe puis qu'il embarquait sur la même ligne que Lafleur, il devait toujours regarder à sa droite pour y donner le puck. C'est sûr et certain qu'il devait avoir de la pression dans ce sens-là. Oui. C'est clair. Écoute, il y a des choix, puis comme je le disais tantôt, il y en a qui sont des choix où ce qu'on dit qui sont pas bons par rapport aux autres. Denis Savard a tellement été bon que Wickenheiser a très mal paru. Alexandre Daigle, tu sais, Alexandre Daigle, c'est plutôt le hype qu'il y avait autour de lui. On disait que c'était la prochaine invention du bouton à 4 trous, c'était le prochain Wayne. Écoute, la barre était haute en maudit. Tu sais, Normand, tout à l'heure, on avait un méchant argument par rapport à Robitaille. S'il y en a un là, qui a brûlé le junior, là, c'est Alexandre Daigle. Là. Et je l'ai vu jouer, moi, parce qu'il était à Victoriaville, puis je coachais dans la Ligue dans le temps. Retiens ça. Ouais, retiens ça. À la télé, on va aller à un Sport Flash, puis on revient tout de suite pour le podcast. Vas-y, Norm. Il jouait pour Victo. Et puis, je peux te dire une chose, j'avais rarement vu. Il y avait Reginald Savage qui avait une excellente explosion. Il passe d'accélération rapide, incroyable. Un peu comme tu vois là aujourd'hui, McDavid. Qu'est-ce qui distance McDavid d'un Jack Eichel, même d'un C.D. Crosby? C'est son explosion. Il y a un coup de patin que pas beaucoup de joueurs de la Ligue nationale possèdent. Il est vite et il est explosif. C'est un coup de patin qui est fort. Tu sais, c'est pas un coup de patin juste qui patine. Il y en a qui disent qu'il sautille. Le Ross Courtnall, il sautillait. McDavid, il est pesant en même temps que d'être vite. Alors, il peut contourner un défenseur avec son poids. C'est un gars qui est très fort sur ses jambes. Et je regarde la situation avec Daigle, c'était un peu la même chose. Il était ultra vite. Et Junior, il n'était pas facile à couvrir. On avait une couverture spéciale contre lui. Il fallait qu'on y aille quasiment à 2 parce que, c'était pas suffisant. Puis en zone restreinte, il fallait l'amener le plus possible pour qu'il fasse le moins de dommages. Parce que non seulement il était vite, mais il était marqueur. Puis il avait une bonne vision de jeu. La plus grande déception que j'ai pu entendre de la bouche d'Alexandre lui-même, c'est quand il a dit « Moi, faire un joueur de hockey, c'était pas vraiment ça que je voulais dans la vie. » Puis ça paraissait un coup rendu à la Ligue nationale. Parce que tu as parlé tantôt, les gars, ils ont des sacrifices à faire, ils ont des rythmes de vie à adopter, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tu es un athlète professionnel, où tu t'occupes de ton corps jour et nuit. Tu peux pas faire attention, tu sais. Tu peux pas faire attention. Faut que tu t'occupes de ton corps parce que c'est ton outil de travail numéro 1. Puis Alexandre, il l'a dit dans des reportages, après sa carrière, c'était pas vraiment un joueur de hockey qu'il voulait faire, lui. Oui, exactement. Puis, tu sais, il en a parlé, Alexandre Daigle, mais comme je disais tantôt, les comparaisons, il y a Chris Pronger, un défenseur générationnel qui est sorti par la suite. Donc, c'est là que ça fait mal. Moi, je vais y aller avec Yann, si tu me permets, Norm. Puis, en plus, j'aimerais ça qu'on lit des commentaires des gens qui nous ont écrit sur On Jase, également sur Facebook. Yannick, si tu veux, je vais nommer les miens avec quelques argumentaires. Tu iras avec des commentaires sur Facebook, puis après ça, je vais enchaîner sur On Jase. Puis Norm, tu commenteras tout ça par la suite. Moi, je ne vais pas aller trop vieux parce que dans les années 60, il y en a beaucoup qui se sont plantés. Là. Mais Klusak à Boston est certainement un des pires. Nel Yakupov, Lawton, quand tu penses que par la suite, Pat Lafontaine est sorti. Daigle, en raison de la présence de Pronger. Stéphane, et tu remarqueras, puis c'est là mon argumentaire, j'ai pas mis Di Pietro. Parce que Di Pietro, là, c'est en raison de la transaction de Luongo, la carrière de Luongo versus Di Pietro, ils ont été comparés toute leur vie, donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Mais Di Pietro, c'est les blessures qui l'ont scrappé bien raide. C'est une question de santé. Ce gars-là a quand même un pourcentage de 900 ou 902 à peu près. Et le contrat qu'on lui a donné, là, tu donnes ça à Carey Price, qui est en jeune carrière, parce que c'était ça. Là, Di Pietro était premier overall. On disait que c'était la prochaine invention du bouton à 4 trous. Et qui te coûte 4 millions par année pendant
une éternité, tu diras. Je pense que c'était 15 ans, Normand, tu as dit tantôt. Mais oui, c'est 15 ans, ça 60 aurait été millions. un méchant deal. Fait que le bust, il vient du fait qu'il n'a pas été capable de rester en santé, mais ça aurait certainement été un excellent gardien. Peut-être pas le meilleur gardien de but numéro 1 de la Ligue, mais à 4 millions, il aurait valu son pesant d'or. Donc, je débarque Di Pietro de ta liste. Yann, vas-y sur Facebook, je vais enchaîner parce qu'il y en a en tas des listes et des noms sur nos pages. Oui, il y a Stéphane Vukovic qui dit Yakupov, Stéphane, Di Pietro, Lawton, c'est mon top 4. Donc, ça se rejoint pas mal avec Normand. Michael Chamberlain, ce midi, les gars, jase de Yakupov, Degg, Stéphane Wickenheiser, Brian Bérard, Di Pietro. Il donne quelques noms. Il y a Steve Elward qui dit Louis Leblanc, c'était pas fort, mais c'était pas un premier choix. Overall, au repêchage de Louis Leblanc. Mais c'était le premier. Non, c'est ça. C'était le premier choix du Canadien quand même cette année-là. Il y a quelqu'un, Stéphane, qui rappelle que le draft de l'année de Patrick Stéphane était le pire de l'histoire. Denis Charron écrit Normand, à part les 3 premiers choix, les clubs vont choisir le meilleur joueur disponible pour l'équipe. S'ils n'avaient pas besoin d'un gardien, pourquoi avoir choisi un gardien? Donc, il pose la question concernant Di Pietro. Kevin Appleby, Daigle. Oui, ben c'est ça, je pense. Puis, Normand, je vais te laisser répondre. Kevin Appleby, Daigle était bon dans le junior dominant, tout ce que ça prend, mais manquait peut-être un petit peu de sérieux. Où, lui, il dit qu'il n'était pas très vaillant. Mais moi, je l'ai vu jouer, il m'a dit, il jouait au hockey en cibole. C'était spectaculaire. Tu parlais tantôt, Normand, tu comparais Alexandre Daigle et Réginald Savage dans le junior. T'sais, les deux, il y avait le comparatif dans le midget 3A. Savage était devant Daigle. Dans le junior, Daigle est passé devant Savage. Puis regarde, Réginald a été repêché par les Nordiques. Puis il n'a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale, lui non plus. Là, par les Capitals, moins qu'Alexandre. Pourtant... Oui, tu as raison, par les Capitals. Il a fini à Québec avec les Nordiques. Ouais, il a fini à Québec avec les Nordiques. Puis pourtant, ces deux gars-là, là, si tu avais posé la question à leur 2e année junior, là, tout le monde était unanime que ça aurait été probablement les choix. Ça aurait pu être les choix 1 et 2. Là. C'était fou. Là. Mais c'est ça, ça change vite. Mais vas-y, je te laisse parler des gardiens. Là. Il y a M. Charron, Denis Charron, qui t'a posé la question chez les gardiens. Pourquoi ils ont pris un gardien premier au total? Écoute, moi, je pense que c'est l'influence un peu des Patrick Roy et surtout Martin Brodeur. Parce que dans le cas de Di Pietro, il avait gardé des buts, lui, au niveau universitaire américain. Et je pense que le fait que les Islanders avaient bâti une équipe autour quand même d'un pas méchant gardien de but à l'époque, là, mais quand ils ont surtout vu ce qui se passait à côté de chez eux, au New Jersey, avec un Martin Brodeur qui était aussi dominant, moi, je pense que ça a probablement influencé la décision des Islanders. Puis, il y avait Roberto Luongo aussi qui ont transigé. Ça, c'est dans le temps de fameux, comment il s'appelle, Rick, l'ancien roi des Bruins, là, pas Rick Middleton, mais celui qui était leur GM pendant longtemps. Il a échangé Luongo. Il avait changé plusieurs joueurs là, qui sont partis des Islanders. Milbury. Milbury, t'as raison. Mike Milbury. Oui, Mike Milbury. Puis c'est sûr que là, ils ont pensé d'avoir frappé un coup de circuit avec Di Pietro. Le problème pour le contrat, Martin, moi, je pense que c'est quand un propriétaire s'emballe et tombe en amour avec ses joueurs. Et surtout, prend un en particulier. Et dans le cas de Di Pietro, Charles B. Moi, je te Wong, dis, ça aurait pu être un bon deal. Oui, c'est sûr, mais regarde, je regarde les statistiques n'ont jamais été au rendez-vous. C'est sûr que ça aurait été un bon deal s'il avait pu montrer des statistiques plus impressionnantes. Il était quasiment à 3, là, sa moyenne de buts alloués par match. Tu vas me dire, ça prend une équipe en avant de lui. Mais s'il est si bon que ça, ton goaler numéro 1, tu regardes Marc-André Fleury. Marc-André, il a gagné quoi? 3 Coupes Stanley? C'est sûr et certain que lui, tu peux dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Puis il a gagné plusieurs trophées, puis il a été un des bons gardiens de but dans la Ligue nationale. Il n'a pas été le meilleur comme Martin Brodeur, mais c'est quand même... Il a répondu aux attentes qui étaient en lui, tandis que l'autre, je pense pas. Mais de toute manière, son problème à l'autre, c'est le contrat, c'est pas ses performances, d'après moi. Mais là, Normand va falloir enchaîner avec tes meilleurs. Mes meilleurs? Non, OK. attends une seconde, on va commencer avec ses meilleurs. Attends, avant de commencer avec tes meilleurs. Bon, juste finir Di Pietro, ses 3 premières saisons, il avait en haut de 900 % d'arrêt, de 1. De 2, je veux lire des commentaires sur On Jase. Puis de 3, Montréal, je vais te montrer comment on fait un retour de pause à la TV. OK? Comme... Fait que les Pingouins, Marc-André Fleury, ben, tu pourras comparer les pourcentages d'arrêt des 2 gardiens de but quand tu auras 2 minutes. OK.
Bon, les gens qui étaient au Sport Flash à la télévision, bon retour. On est toujours avec Norman Flynn en train de parler des moins bons et des meilleurs premiers choix. Et surtout, bientôt, on s'en vient avec une liste des 5 meilleurs choix tardifs au repêchage. Mais juste avant, j'étais après lire des commentaires des gens sur notre page On Jase. Eric Steven qui parle d'Eric Johnson, que c'était pas non plus de la très grande classe en 2006, n'a pas donné ce qu'on s'attendait de lui. Eric Johnson qui a été échangé rapidement à la suite de son année de repêchage parce qu'il ne livrait pas ce qu'on s'attendait de lui, de Saint-Louis, je ne me trompe pas, au Colorado. Chris Phillips, un autre, ça, Norm, c'est dans ta cour à part de ça. Chris Phillips, qui n'a pas été le grand défenseur qu'on pensait. Oui, ben Philippe, c'est quand même répondu. Là. Jouer plus que 1000 matchs dans la Ligue, là. Arrête, là. C'est un excellent choix. Oui, mais c'était pas... Non, mais c'était pas ça n'a pas été un défenseur numéro 1. Ben je m'excuse, dans sa façon de jouer, là. Tu sais, c'est comme tu me dirais, Scott Stevens n'a pas été bon dans la Ligue nationale. Voyons donc. Non, arrête, attends une seconde, Norm. Il y a pas un océan. Il y a un océan, un continent et un autre océan de différence entre Scott Stevens et Chris Phillips. Non, mais Chris Phillips n'a pas joué pour la même équipe. Chris Phillips, dans les attentes qu'il y avait en lui, là, c'était pas de marquer des buts. C'était un défenseur, un caractère défensif, gros format, qui jouait bien défensivement. C'est sûr qu'il y a bien des affaires qu'il a faites qui ne paraissent pas sur la liste. Mais il a joué toute sa carrière avec les Sénateurs d'Ottawa. Je n'ai pas le nombre de matchs, mais il en a joué plus que 1000. C'est lui qui a le record du côté des Sénateurs pour le plus de matchs. Écoute, je l'aime, mais... Je l'aime, mais il y a certainement d'autres premiers choix qui ont été meilleurs que lui. Puis de toute façon, si t'es fâché, t'es pas fâché après moi, t'es fâché après Eric. Fait que, hein? C'est correct, Eric, mais moi, quand je regarde un choix là, qui n'a pas vraiment répondu, c'est sont où les attentes envers ce gars-là? C'est quoi son style? Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Tu sais, je t'ai parlé de Nail Yakupov. Pourquoi? T'es supposé de remplir le net. Ça n'a jamais arrivé. Il n'a même pas été proche d'être le gars supposé. Puis si tu vas dans la clôture, dans la cour arrière du Canadien, là, tu peux regarder Galchenyuk, puis il a fait un peu mieux que Yakupov. C'était pas un premier au total, tu vas me dire, mais c'était un troisième. Tu regardes ce qu'il a fait, puis là, il va jouer probablement bientôt dans le KHL, là, il va sortir de la Ligue nationale. Je pense que ça aussi, c'est un flop, là. Tu sais, lui, les attentes étaient là. Oui, mais 2012... Puis... 2012, c'est une difficile année, là, à part Morgan Riley, Philip Forsberg. Il y a Mario Eastwood sur notre page qui dit Norman Flynn il n'y a pas 3-4 couleurs, il y en a une. Je pense que je peux prendre ça comme un compliment. Il y a Gaétan qui dirait on pourrait parler d'Éric Chouinard, qui était très bon junior puis qui n'a pas donné ce qu'on pensait dans la Ligue nationale de hockey. Bref, il y a beaucoup de commentaires. Salutations à Steve, Carl, Laurent Saint-Pierre, Olivier, Gaétan, Patrick Beaulac. Bref, les gars sont encore et les filles sont encore au rendez-vous. Norm, vas-y, là, ça serait pas complet avec tes meilleurs derniers choix. OK, on va y aller avec le premier. Je vous l'ai nommé tantôt. Selon moi, Luc Robitaille gagne la palme pour le joueur qui a été repêché le plus loin puis qui a eu, selon moi, la plus belle carrière. 9e ronde, 171e au total. Meilleur ailier gauche en statistique de la Ligue nationale. Temple de renommée, nomme-les. Je veux dire, il a passé... sa carrière, pratiquement, il a passé toute sa carrière lui, avec les Kings. Oui, il n'a jamais joué ailleurs, il me semble que non. Non, il a joué à Détroit, il a gagné sa coupe à Détroit. C'est vrai, à Détroit, excuse-moi. Mais tu regardes une carrière de plus de 15 saisons dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a été, comme j'ai dit, là, au niveau junior, moi, j'ai regardé les statistiques, il a joué pour Pat Burns. C'est vrai, il y en a qui vont dire qu'il jouait avec une bonne équipe, mais écoute, c'était tout un joueur de hockey, là, le Robitaille. Peut-être qu'il n'y avait pas le coup de patin d'un sensationnel comme un Connor McDavid. S'il y avait eu un coup de patin aussi sensationnel que McDavid, je pense qu'il aurait eu proche de 300 points dans l'année junior. Mais c'était quand même, pour moi, c'était le joueur qui a été laissé de côté le plus longtemps. Si on l'avait repêché en 3e, 4e ronde, tu aurais dit, le coup de patin a fait en sorte qu'il a reculé d'une coupe de ronde, mais là se rendre au 9e ronde, là, c'est vraiment à la fin. Donc ça, c'est mon premier choix. Moi, il y aller avec le deuxième. Oui, c'est ça. J'en ai deux qui sont à égalité pour moi. Zetterberg puis Datsuk. 7e ronde, 210e au total. Zetterberg, Datsuk, 6e ronde, 171e au total. Ensemble, ces deux-là, j'ai mes numéro 2. Numéro 3, Théo Fleury, 8e ronde, 166e au total. Ça a été un joueur, je pense, qui a répondu plus qu'aux attentes avec les Flames de Calgary, entre autres. Doug Gilmour. Doug Gilmour qui vient par la suite. Doug Gilmour avait été choisi par les Blues de Saint-Louis.
en 82, 7e ronde, 134e au total. Puis le dernier, et non le moindre, 5e de cette liste-là, Brett Hall, qui avait été repêché par les Flames de Calgary en 84, 6e ronde, 117e au total. Et j'ai rajouté un petit bonus, un joueur invité, pas été repêché, invité, un petit Québécois de chez nous, qui a eu une brillante carrière dans la Ligue nationale, Marty St. Louis, qui a joué à l'Université du Vermont, qui venait du Québec, qui a joué avec Laval-Laurentides-Lanaudière au niveau Midget 3, mais il a pris le chemin des collèges américains. Il a joué à l'Université de Vermont et a établi des records dans la Ligue nationale, en série. Écoute, ça a été un joueur phénoménal pour un gars qui a été invité par les Flames de Calgary. Ils ont pris une chance sur un petit bout de chou, mais qui marquait énormément de buts. Alors voilà, ma liste est terminée. Et Normand, Vas-y, Yann. il y a tellement de gens qui ajoutent des noms parce que c'est sûr que c'est plus facile sortir dans cette liste-là des gars qui ont été repêchés tard, qui ont connu des belles carrières. Je veux juste nommer vite, là, il y a Jean-Philippe Deschenaux, voilà, qui envoie, lui, des noms comme ça, là. Pécoriné, 8e ronde. Pavel Bourré, 6e ronde. Il parle de Datsuk, il parle de Saint-Louis, il parle de Wayne Gretzky, mais lui, Wayne Gretzky, c'était un transfert de contrat parce qu'il avait signé dans l'Association mondiale à l'époque avec les Oilers d'Edmonton. Puis il y en a plein, là. Puis tu sais, la liste, ça peut s'allonger parce qu'il y a tellement de gars qui, comme ça, arrivent de nulle part et comme Martin expliquait tantôt, pour raison X, Y, Z, vont éclore plus tard, vont se développer sur le tard, ont été bien encadrés, ont une bonne éthique de vie, une bonne éthique de personnel également, de travail. Bien, tout ça fait qu'il y a des gars qui explosent. Mais il y en a tellement là-dedans. Je pense qu'on est tous d'accord que Robitaille, c'est numéro 1. Mais Martin Saint-Louis, personne ne l'a pris, probablement à cause de sa grandeur. Quand tu regardes ça, c'est fou comment ce gars-là, tout le monde dans la Ligue nationale a levé le nez dessus. Tout le monde. Ouais. Exact. Je ne suis pas d'accord. Le pire, le meilleur choix tardif. Puis il n'y a personne qui va pouvoir s'assiner avec moi. En avant de Saint-Louis, en avant de Robitaille, qui a gagné des trophées que ces gars-là n'ont jamais gagné. Ah oui, Saint-Louis l'a gagné. Il a gagné le trophée Hart, remis au meilleur joueur de la Ligue. Il a gagné la Coupe Stanley. Il a gagné le trophée Vizina. Dominic, The Dominator, Hachek, 10e ronde, rentré au temps de la année, première année d'éligibilité, a dominé son sport pendant une période donnée. Il était le meilleur joueur incontesté de Dominator, 10e ronde, a été repêché, puis en plus, il a été donné pour une bouchée de pain des Hawks au South de Buffalo. Bon choix. Ben moi, Bon choix. oui, c'est un bon choix. Il est dans le top 3. Merci, les gars. Merci. Mais il n'est pas en avant, il est pas en avant de Robitaille? Saint-Louis. Pas sûr. Moi, je ne le mets pas en avant de Robitaille non Moi, plus. je pense ni pas, en moi avant non de plus. Saint-Louis. Mais Non. il fit Non, il fit dans le dans top les 3. Datsuk et compagnie. Là. Top 3 peut-être. Ah ouais, là, attends une t'as raison. seconde. Bon, je vais essayer de me trouver un supporter. Rentre Guy, ouais. Valérie, rentre-nous Guy en même temps, ici et là. Bon, là. Écoute, Tout c'est parce que serré. tu t'es Là. arrangé Luc avec Robitaille Guy n'a jamais avant, été là, c'est ça reconnu l'affaire. comme le meilleur joueur de la Ligue. Là. Qui ça? Robitaille n'a jamais Non, été mais reconnu comme le regarde meilleur la joueur de la carrière. Ligue. Là. Ben, il n'est pas question Non, que mais je te la supporte, carrière, Martin. Je sais dans pas c'est quoi l'histoire. ton opinion, mais je te supporte pas. Dans l'histoire de la Ligue nationale, le meilleur lié gauche, c'est qui, Martin? C'est Meilleur Robitaille. lié gauche. Et voilà. Merci. Ta réponse est juste. T'as gagné. 2 morceaux de robot. Salut, Guy, mon vas-y. Guy! Salut, Normand. Hey, écoute, moi, je tripais. Non, Normand. faudrait Moi, que je je ne te- l'ai pas Faudrait que embarqué, je moi, te là, touche là. le bord. Salut, Ouais, mon c'est ça. Guy. Je suis content de te Ouais, connaître. Shake ta main de même. Là. Ah, mais c'est de l'autre Non, bord. mais tu Non, faut vois, t'acheter de l'autre c'est bord, ça. Guy. C'est ça. Parce que c'était à ma gauche sur l'écran, fait que je pensais intelligent. Mais moi, je ne voulais pas embarquer. Là, j'avais du Bon, fun, Martin, là. vas-y. Normand était parti, il était enflammé. Là. C'était super. Moi, je suis pas capable de Tout faire le ça, temps. ces listes-là. Je suis pas capable de faire ces listes-là. J'écoute ça, je fais ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, pas penser à lui, pas penser à lui. Fait que je veux même pas dire ça serait quoi ma liste, ça serait atroce. Fait que là, tu m'embarques comment, Martin? mais- Moi, j'aimais trop ça. Là. Moi, faites une autre liste. Non, moi, non, j'avais mais du fun, attends là. une seconde. Là. Ouais.
Dominique Hachek, on parle, puis là, on jase pour le fun de jaser, on s'amuse. Là. Le meilleur joueur qui a été repêché le plus tardivement. Premièrement, Hachek a été repêché 10e ronde, Robitaille 9. Fait que c'est quand même une ronde plus loin. On parle de Dominique Hachek qui a remporté une Coupe Stanley à Détroit, comme Robitaille à Détroit. On parle d'un gars qui a remporté pas un, mais 2 trophées Hart. Je pense pas que Robitaille en a un. Il a remporté 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées Vizina. Je suis pas sûr que Robitaille a ça, un Vizina ou un Lester B. Person ou un Hart Ross. C'est sûr, Martin, qu'il n'y aura pas de Vizina, je pense. Hein? Son père, il avait acheté des fans pour Noël. Il aurait peut-être c'est ça. Regarde, mais c'est... mais ça pourrait dire au même titre que finalement, l'autre n'a pas de premier scoreur. Gardien de but n'a pas de premier scoreur. Fait que, il est en avance de l'autre. Si je suis ton raisonnement... Là. Oui, mais Robitaille n'a jamais été premier scoreur de la Ligue, là. Premier relié. Non, mais la vérité, écoute, c'est sûr que c'est des bons choix, mais moi, personnellement, à chaque, c'est sûr qu'il était bon puis il était dominant, mais pour moi, quand tu regardes sa carrière, c'était un gars très spécial. Il y a eu des hauts, des bas. Il a été échangé pour des raisons du sur glace, hors glace, puis tout ça. C'est un individu particulier. Puis moi, dans des listes comme ça, je regarde la longévité, je regarde la constance, je regarde la fiabilité sur une longue période de temps. Fait que moi, j'aurais tendance à penser comme Normand. Je mettrais l'autre en avant du tien. Fait que c'est ça, Martin. Je me suis même pas varié. C'est parce que je trouve qu'il y en a un qui était... on est les trois contre Martin. Puis honnêtement, je vais dire comme... que de la 9e ronde à la 10e ronde, ce soit significatif comme différence pour dire qu'un l'emporte sur l'autre par rapport aux rondes. Ben, je m'excuse, là, à partir de la 7e, là, tu prendras 25 cents, là, puis flip face puis pile, là, puis c'est ça. Fait que 7 à 9 dans ce temps-là, là, je veux dire, regarde, c'est loin, c'est très loin comparativement aux projections des gens. T'as raison, Guy, parce que si Martin, tu calcules... Non, mais j'allais juste dire, si tu calcules le 10e ronde, il est plus loin qu'à 9e, ben à ce compte-là, Martin Saint-Louis finit premier parce que lui, il n'a pas été repêché. Fait que moi, je pense que le top 3, là, moi, personnellement... Tu l'as coaché en plus, c'est ça? Oui, puis personnellement, de tous les noms que vous avez sortis, puis il y en a des bons, des Zetterberg, des CBC, moi, été repêché. L'autre n'a pas été repêché, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a joué à une époque où c'était presque impossible pour les petits de faire leur place, comme Terren Fleury d'ailleurs. Enfin, moi, si je regarde là, les noms que tu as sortis, normal, j'ai trouvé ça brillant, mais Martin Saint-Louis puis Fleury, c'est des cas plus qu'exceptionnels. C'est tellement improbable que, pour moi, ils l'emportent sur n'importe quelle statistique parce que ces individus-là avaient tout contre eux, parce que c'était une époque... Aujourd'hui, regarde, les petits ont leur place, même souvent, ça les aide avec les nouveaux règlements. Mais dans ce temps-là, l'oublie pas, là. Tu sais, t'as joué dans ce temps-là, Normand. Moi, j'ai joué, là. T'avais le can opener, le bâton entre les jambes. Les défenseurs, c'était des monstres. Et puis, il y avait le droit de te prendre avec leurs mains par le chandail, avec le bâton entre les jambes. T'imagines-tu? Tu sortais pas de là, là. Il y avait le droit de mettre le bâton sur tes mains et de te ramener à 6 pieds 4 puis 240 livres, là. T'imagines-tu? Fait que puis en plus, on demandait à cette époque-là que tout le monde finisse leur mise en échec. Écoute, les gars étaient gigantesques, ça frappait comme des trains avec de l'intimidation comme les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. T'as juste à regarder des matchs dans ce temps-là. Écoute, c'était la guerre. Je me rappelle Jean Pronovo jouait dans les années 70 et 80. Écoute, ce qui me comptait, ça n'avait aucun bon sens. Tu sentais quand tu allais à Philadelphie, ou que tu allais à Boston, que tu t'en allais à la boucherie, puis que les joueurs, la moitié du club, tout d'un coup, étaient malades. Il était pas disponible pour le match. Il dit, Guy, on avait la moitié de la chambre qui se présentait pas pour ces matchs-là. Tu es obligé de monter du monde de la Ligue américaine, tout ça, pour remplir l'alignement. Fait que tu imagines, là, les répercussions se sont faites après ça sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années après ça, jusqu'à temps que les règlements commencent à changer. Mais tu sais, des Stevens qui pouvaient t'arracher à la tête, puis tout ça, imaginez-vous des plus petits bonhommes comme des Fleury puis des Martin Saint-Louis qui ont œuvré dans ce temps-là, puis qui ont réussi. Ça n'a aucun bon sens ce qu'ils ont réussi à faire. T'as raison, Guy. C'est phénoménal. Puis tu sais, moi, je l'ai vu avec Martin Saint-Louis. Tu sais,
quand on parle pourquoi c'est dur d'évaluer les joueurs, puis que dans une première ronde, là, on pense que tout le monde fait la Ligue nationale, il y a juste 40 des premières rondes qui font la Ligue nationale, puis il y en a encore bien moins que ça qui restent dans la Ligue nationale. Fait qu'on pense que tu peux pas te tromper en première ronde. Tu dis que tu ne faut pas que tu trompes, c'est vrai. Là. Quand tu te trompes, ça te fait mal. Mais la majorité des joueurs ne font pas de Ligue nationale et ne restent pas dans la Ligue nationale en étant en première ronde. On tombe en deuxième ronde, on tombe en 20-25 % d'efficacité. Puis en troisième ronde, tu descends en bas de 10 %. Fait que il y a quelque chose qui fait que les évaluations deviennent erronées. C'est pas des guesses. C'est pas ça parce que, comme Normand dit tantôt, c'est très intelligent. Ils ont tellement d'outils aujourd'hui pour évaluer les gars. Puis dans le temps, il y en avait moins de gars, moins d'outils, pas de vidéos. Puis ça, c'était encore plus dur. Par contre, aujourd'hui, tu as tellement plus de compétition parce que tout le monde a leur scout. Partout dans le monde. C'est maintenant mondial. Fait que quand tu investis sur un individu, tu l'investis pour certains critères. Sauf que ce qu'on ne calcule pas, c'est que toutes les autres équipes aussi ont l'information. Toutes les autres équipes vont être capables de vouloir le même joueur que toi, de te le voler, le pic d'avant ou la ronde d'avant. Ce qui fait que c'est très dur aujourd'hui de passer devant les autres. Puis moi, ce que j'ai trouvé avec le temps, c'est les joueurs les plus difficiles à évaluer, puis tu en as nommé tantôt Normand, c'est des gars comme Datsyuk, tu sais, on parle de la 7e ronde, je pense, Alfredson, c'est devenu des vedettes, puis ils flashaient. Oui, mais il faut comprendre qu'à l'époque où ils ont été repêchés, même chose qu'un Palat en 7e ronde, c'est pas des gars qui flashaient. Moi, je peux te dire, le coach en junior, j'ai vu tous les scouts de la nationale. Après ça, j'étais dans la nationale, j'étais dans la ligne américaine. Puis les gars qui passent le plus inaperçus sont la plupart du temps les gars qui ont du hockey sense, qui ne flashent pas, qui sont bons dans les deux sens de la patinoire et qui sont surtout capables, qui sont très autonomes hors glace, qui sont capables de gérer la pression. Pour moi, ces 3 critères-là, je vais les renommer. Le sens du hockey, être capable de gérer la pression parce que c'est ça le pro comparativement au hockey amateur, et puis avoir de la grande autonomie. C'est les 3 critères pour moi qui font la différence une fois qu'ils sont repêchés. Puis ça revient à ce que tu as dit tantôt, Martin, c'est qu'une fois qu'ils sont repêchés, une fois que l'évaluation est faite dans leur environnement, bien là, ils rentrent dans un autre environnement. Comment est-ce qu'ils sont capables de s'adapter? Puis c'est là que les circonstances sont pas les mêmes pour tout le monde. Puis pourquoi que les choix deviennent décevants ou surprennent? C'est parce que c'est le côté humain qui rentre en ligne de compte. Tu as des imprévus, tu as des impondérables, tu as des circonstances. Par exemple, tu rentres dans une équipe où tu as du très bon leadership. Ça t'aide. Tu rentres dans une équipe où tu n'as pas de leadership, où ils vont écraser le jeune quand il rentre parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un prenne leur place. Alors, le gars qui avait tous les atouts s'écrase. Tu rentres dans une équipe où ça ne clique pas parce que l'entraîneur a un certain style, toi, tu as complètement le style inverse. Où il y a énormément de profondeur, il n'y a pas de place. Ou tu es un gars de première ligne, mais tu es mal entouré parce que tu n'as pas d'allié ou le contraire. Il y a tellement de circonstances qui font que tu ne développeras pas comme on espérait. Puis c'est pas parce que tu n'as pas essayé. Il y a des choses comme du hors-glace, par exemple. Tantôt, vous avez mentionné Daigle. Moi, j'ai vu Ribeiro qui a une super carrière, mais moi, j'ai eu Ribeiro. Si tu me demandes lequel des deux, entre Ribeiro et Crosby, et j'étais là toutes les pratiques à tous les jours là, pendant des années, avec Crosby 2 ans, même chose avec Ribeiro, tu me demandes qui était le plus talentueux. Je vais te dire tout de suite, c'est Ribeiro. Mais je parle talent. Oh oui, talent pur. J'ai vu Ribeiro, puis c'est moi qui faisais les vidéos, 5 fois dans l'année, déjouer les 5 joueurs sur la glace. Pense-y, là, t'es junior majeur, t'as réussi à déjouer les 5 joueurs pour aller marquer. J'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça depuis, même avec Crosby, même avec Radulov dans le junior, même avec des super vedettes. Puis tu sais, j'ai eu les Tavares, puis j'en ai eu plein, là. Fait que, ce que je veux te dire, c'est que ces gars-là avaient un talent incroyable, mais qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'ils étaient repêchés? T'as le hors-glace. Il y en a qui se font des blondes. C'est pas à faute de la blonde, c'est l'investissement du gars tout d'un coup qui change. Ses intérêts changent. Tantôt, tu parlais de Daigle. Il l'a dit lui-même. J'avais pas la passion du hockey pour ça. Puis j'ai plein d'autres noms comme ça. J'en ai coaché à Ottawa, j'en ai coaché à Tampa. Vous seriez surpris des noms que je vous donnerais, mais je le ferai pas. Mais des gars qui jouent pas au hockey parce que c'est une passion, mais parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils aiment le vedettariat. Tu as toutes sortes de raisons qui font que tu as une motivation de jouer au hockey. Puis c'est ça qui se développe par après. Fait que ta passion, puis quand je repense à Martin Saint-Louis, tout ce que j'ai entendu d'Alfredson, ces gars-là, c'est la passion qu'ils avaient, ont fait en sorte qu'ils ont mis des tonnes, puis des tonnes, puis des tonnes, puis des tonnes de temps de plus qu'un autre. Puis quand
sais, quand tu ajoutes, on dit toujours que quelqu'un devient un expert avec... Oui, vas-y. Ben, je vais entendre Norm réagir à ça. Vas-y, Norm. Ben moi, écoute, c'est vraiment ce qu'il dit. Là, il me fait plaisir en parlant de Ribeiro parce que Ribeiro, j'avais dit, Junior, puis avec mon collègue Stéphane Leroux, des fois, on donne des noms, puis on se challenge un petit peu. Puis moi aussi, j'avais vu la même chose dans Mike Ribeiro. Puis moi, j'avais même dit, Ribeiro va marquer 50 buts à un moment donné en Ligue nationale. Mais c'était plus un passeur qu'un marqueur. Sa meilleure saison, on a marqué 27, mais partout où il a passé, il y a eu un impact positif au niveau des points. Le problème avec Mike, et Guy en a parlé, c'est souvent le problème de plusieurs jeunes. C'est comment il s'adapte avec l'environnement autour quand il arrive là. Tu sais, le petit gars part d'un petit village, il est à Montréal, on s'occupe de lui, mais là, il arrive, là, puis à un moment donné, c'est toi la vedette, puis tout le monde te regarde puis en adoration. Là. Il y en a qui sont pas capables de prendre ça, puis de mettre ça dans leur business, puis de dire, OK, je suis un gars de hockey maintenant, et ça fait partie de ma vie, et je vais être obligé de vivre avec ça. Autant avec le mauvais qu'avec le bon. Tu sais, quand tout le monde te dit, t'es beau, t'es fin, t'es bon, bien là, il y en a qui disent, je suis rendu, je peux arrêter, là, tu sais, je peux faire ce que je veux maintenant, puis j'ai assez d'argent, je peux asseoir dessus. Mais il y en a d'autres qui, c'est le contraire. Je vais aller plus loin, je vais être Imaginez le talent de Ribeiro avec l'éthique de travail de Crosby. Ah, regarde, je vais te dire, le meilleur joueur de l'histoire. Ça serait le meilleur joueur de l'histoire. C'est parce que Ribeiro avait des atouts très semblables à Wayne Gretzky. Là. Puis là, allez pas dire que je pense que Ribeiro est meilleur que Gretzky. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Là. Mais il y avait des atouts de vision puis de contrôle du temps et de l'espace sur la glace. Écoute, ça s'apparentait vraiment à Wayne Gretzky dans ce sens-là. Par contre, Yannick Lévesque, excuse-moi. Yannick Lévesque, excuse-moi, tu vas envoyer ce bout-là à Stéphane Leroux pour moi, s'il vous plaît, OK? Tu y envoies ça. Je te garantis, je te paye à souper. Guy Boucher, ce qu'il vient de dire là, t'envoies ça à Stéphane Leroux. Et tu vas, il va rire, mais qui écoute. Faut que je vous arrête. La télévision nous quitte. Venez sur le web, vous allez voir pourquoi j'avais raison pour Hachek. Bye-bye. Là, les boys, on va s'organiser pour qu'ils l'entendent. Là, je vais aller dîner. Non, Normand, tu restes, là. Je te garde, là. Je suis là depuis midi, moi. Il y a d'autres choses à faire que de jaser au téléphone. Regarde, qu'est-ce que t'as d'autres affaires que de nous jaser? Chris, je suis habillé pour travailler dehors. Je suis en train de monter un balcon à côté de chez nous, là. Là, à 1h30, il faut que je retourne. Là, je retourne travailler. Ça fait 22 minutes, je suis over. Laisse faire le balcon. Montre-nous donc tes pantalons. T'es-tu en jogging? Ça paye-tu 2 occasions? Non, j'ai des pantalons de travail. Là. Ah, OK. Bon, moi, t'es un peu. Non, je suis pas en petite culotte, mais mes culottes de travail. Hein? Les poches en side. Bon, t'es correct. T'es correct. T'es des big bills. Des big bills. Parce que j'étais en costume de bain. Je m'en allais dans le bain de tourbillon. J'avais un veston et une cravate. Puis je passais à Hockey 360. Puis après ça, on s'en allait dans le bain tourbillon dehors. Puis j'avais déjà mon costume de bain. Fait que quand je me suis levé, moi, je savais pas, leurs amis étaient dans le salon. Hey, c'était chic. C'était très chic. Marcel Aubu, lui, fait ça pire que ça a l'air, hein? J'ai pas les affaires, moi. On va arrêter là, Normand. On va arrêter là. Hey, Normand, un gros merci. Un gros merci, Norm. Finalement, je savais. Salut, Guy. Hey, je te paye un souper. Norm. Donne ça, mets ça des dents à Leroux. Je te paye un souper. Salut. Norm, fais-moi passer de te compter, m'emmener... fais-moi penser à de te compter une histoire de radio et de gastro mise ensemble. Je te compterai ça. OK. Salut, boys! Un beau mélange. Salut, Normand. Bye-bye. Hey, il est en feu, Normand. Je pense qu'il va avoir de retourner peinturer. Est-ce que je peux juste revenir sur les joueurs qui deviennent... je parle de Ribeiro puis le potentiel que ce gars-là avait. Puis tout ça. Écoute, il a fait des choses extraordinaires. Est-ce que très peu de gars réussissent dans leur vie? 1, atteindre la Ligue nationale, puis 2, avoir une longue carrière, puis tout ça. Mais tu sais, il est le premier, parce que j'ai lu des choses qu'il a dit, puis on s'est parlé, puis tout ça. Puis Mike est très conscient que si sa passion sur la glace était égalée hors glace,
écoute, je peux même pas imaginer ce qu'il aurait pu faire Mike. Et puis quand on parle du hors-glace, évidemment, il est le premier à le dire. Il a parlé justement de ses troubles de consommation, ces choses comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très mature de sa part parce que quand des individus comme ça en parlent publiquement, ça l'aide d'autres gens. Les gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls. 2, ça leur donne le courage. Tu sais, gars, je vais donner un exemple. Oui, parce que moi, j'ai eu quelqu'un, justement, l'année passée, qui a décidé d'aller consulter après une des discussions qu'on avait sur la santé mentale ici, dans ce show-là. Et puis, ça a changé sa vie aujourd'hui. Fait que c'est pour ça, moi, on ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un entend, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on entend une information, quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un déclic qui nous aide ou qui aide les gens autour de nous autres ou qui donne un certain courage pour avancer, comme par exemple Bobby Ryan récemment et tout ça. Moi, je connais sa vie, c'est beaucoup ouvert à moi. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui ont le courage justement d'étaler ça pour aider les autres. Parce qu'en bout de ligne, ces gens-là n'aiment pas ça en parler dans un sens, parce qu'évidemment, tu ouvres ta vie personnelle, puis, tu sais, quelque part, tu as honte de ces choses-là, mais tu n'as pas à avoir honte. Au contraire, je pense que tu passes au prochain, puis ça l'aide beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de respect pour Mike, parce que Mike a été le premier à dire, regarde, j'avais été aussi sérieux hors glace que ce que j'avais comme passion sur la glace. Écoute, j'aurais duré plus longtemps, j'aurais eu encore plus d'impact et tout ça. Fait que moi, je lève mon chapeau à Mike. Mais tu sais, si on compare ça à Crosby, oui. Vas-y, mais Yannick. Non, ben j'allais juste avant que tu parles de Crosby. Tantôt, vous avez dit une chose, puis j'ai pas eu l'occasion de revenir parce qu'on s'en allait en pause télé, là, mais je veux le mentionner, c'est tellement important. Je me souviens pas si c'est toi, Normand, qui l'a mentionné. Mais vous avez dit, il y a certains joueurs qui, des fois, ont beaucoup de difficultés à gérer tout ce qui vient avec quand tu es un joueur vedette, un joueur de talent. Puis là, vous faisiez le parallèle avec Mike Ribeiro. Il est arrivé à Montréal, méga vedette. Là, tu as le jet set, le nightlife, tout embarque. Tu as beau l'encadrer de la meilleure façon que tu peux pas l'encadrer 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais ça, là, tu sais, Guy, tu es entraîneur dans la ligue, là, tu le sais bien plus que moi, là, mais moi, je me promène un peu là, dans la ligue, puis je vois, je côtoie les joueurs. C'est tellement facile de tomber dans le piège, d'aller sur la mauvaise track, prendre la mauvaise track, le mauvais chemin pour un athlète, parce que souvent, on oublie que c'est des jeunes, ils ont 20, 21, 22, 23 ans, puis ils tombent avec les poches pleines d'argent, puis il suffit qu'il arrive un petit événement, puis ils s'en vont sur la mauvaise voie. Il y en a tellement de cas comme ça, c'est tellement pas facile. Puis ça, là, les gens l'oublient souvent. Puis il faut pas l'oublier, parce qu'ils sont confrontés à ce problème-là, puis c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça de la même manière, non? Ben regarde, je vais te le dire. T'as raison, Yann, puis la majorité, Martin, la majorité, pas une minorité, la majorité ont des grandes difficultés à gérer la pression que ce que c'est le sport professionnel. Mais on ne le voit pas parce qu'ils apprennent à le gérer. Il y en a qui apprennent à le gérer mieux que d'autres. C'est pour ça que quand les gens me demandent, tu sais, je fais des conférences, puis qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui fait la différence pour accéder au prochain niveau? On me parle tout le temps du talent, tu sais, on me parle de l'entraînement physique, on parle de ça. Oui, ça, c'est des évidences, mais c'est parce que c'est tellement un entonnoir gigantesque qui est rendu mondial maintenant, qui rétrécit tellement rapidement, tout d'un coup, que ça devient un choc pour l'individu qui atteint le professionnel. Puis si tu ajoutes à ça toute la pression qui vient d'un choix de première ronde, écoute, c'est presque immonde. La grande majorité du temps, on peut pas comprendre l'ampleur de ça. Tu les vois pas là, figés, tu les vois pas se sauver, mais nous, on les voit. Puis c'est pas juste de parler puis d'aider, puis OK, c'est beau, t'embarques sur la glace. Écoute, ça dort pas la nuit. Il y en a qui prennent des pilules pour dormir, tout ça. Puis c'est pas juste dans le hockey, là, c'est pas juste dans les sports, c'est dans n'importe quelle situation où tu vas avoir une pression énorme. Imaginez-vous là, que tu es un plombier, OK? Puis à tous les jours, tu t'en vas travailler et pas juste ton boss, il serait juste là à côté de toi, mais les gens qui payent pour te faire venir, puis tout le quartier, puis tout le monde est prêt avec des journalistes à regarder la job que tu fais comme plombier. Mais à toutes les secondes. C'est vrai. Non, mais vas-y une minute, à toutes les secondes. Puis ils connaissent pas ça. Puis non, en plus, qu'ils pensent qu'ils connaissent ça parce qu'ils regardent ça. Ah, moi, j'ai déjà, je sais quoi, être plombier, j'ai déjà changé 2 tuyaux chez nous dans le sous-sol.
Ah oui, j'ai joué PWC, je connais le hockey. Non, mais c'est ça. Mais imaginez-vous que tous ces gens-là ont le droit de te critiquer tout ce que tu fais. Alors, si tu as 25 personnes, tu vas avoir 25 opinions différentes. Si tu as 1 million de personnes, tu vas avoir 1 million d'opinions différentes. Fait que si tu t'attardes à ça, t'imagines-tu, tu vas virer fou. Alors, le plombier, lui, est là. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? Hey, je peux pas me tromper. J'espère que j'ai pas oublié mes vis. Hey, j'ai-tu amené les bons outils? Oh non, ça coule pareil. Je me suis trompé de tuyau. Et là, tu fais des erreurs que tu n'aurais pas faites en temps normal. C'est exactement ça qui se passe. Puis après ça, est-ce que tu penses que ton estime de toi est élevée? Même si tu es bon, même si tu es un expert comme plombier, même si ça fait 25 ans que tu es plombier, puis tu es le meilleur de toute la région de Montréal, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu te lèves un matin et tu n'as pas dormi, tu as une chicane avec ton épouse. Écoute, nomme-en des raisons qui font que tes circonstances ne sont pas parfaites cette journée-là et tu n'es pas à ton meilleur. Ah, c'est pas grave, quand personne te voit, tu vas te reprendre, tu vas y retourner, tu vas prendre une demi-heure de plus. Mais là, tu n'as pas le droit à cette erreur-là quand tu es un coach ou un joueur professionnel parce que le lendemain, sur tous les podcasts, sur toutes les télévisions, la bagarre que tu perds, écoute, elle 12 ans de temps, elle passe, tu te vois manger une volée. Pense-y 2 secondes. Là. Le plombier qui ferait une erreur, puis là, ça passe tous les jours, puis c'est là pendant les 20 prochaines années qu'il se voit en train d'ouvrir un tuyau, ça y envole d'en face, puis il passe pour un crétin, alors que c'est un expert. Mais c'est ça, jouer au hockey professionnel. C'est pour ça que l'individu qui arrive dans le professionnel, le hockey sense, les gens pensent que tout le monde l'a, c'est pas vrai. C'est une des raisons majeures pourquoi tu arrives dans le pro. Le gars reste stocké dans les lignes américaines, toutes les skills du monde. Mais quand tu vas au national, il faut que tu penses tellement vite, il faut que tu lis tellement vite les espaces libres parce qu'il n'y en a pas, que c'est là que ça casse. Après ça, je te dirais, la plus grosse cassure est due à être capable de gérer la pression. Puis surtout après ça, l'autonomie. L'autonomie, on en parlait l'autre jour. C'est là que, comme parents, on handicape nos enfants aujourd'hui parce que on tient le chemin pour eux autres, on veut leur montrer le chemin, on pave le chemin pour eux autres, mais on les prépare pas pour le chemin. On prépare le chemin à la place. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils se retrouvent tout seuls. C'est ça. Puis là, papa et maman sont plus là. L'agent n'a plus accès à ça. Puis là, il y en a 25 autres qui veulent la même job que lui. Puis là, tu te débrouilles, puis c'est à toi de patauger dans l'eau pénite, mais tu n'as pas les outils. Puis c'est pour ça que des gars comme Martin Saint-Louis portent péché. Eux autres, ils persévèrent, font face à l'adversité. Il n'est pas grand, il a entendu toute sa vie qu'il n'est pas grand, je vais te montrer. Mais Guy, ce qui fait que la difficulté, il est capable de la gérer, son adversité. On en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois, tu sais, les parallèles, on peut les faire, là. Il y a une tempête de neige. Au lieu de donner des bottes, de dire à nos enfants mettre des bottes d'hiver, on s'en va pelleter devant eux autres pour pas qu'ils se mouillent les pieds. Quand tu dis on prépare le chemin pour eux autres, au lieu de les préparer eux autres pour le chemin, l'exemple est tellement bon puis frappant. T'as dit, là, puis toi avec, t'es là-dedans, là, puis moi aussi, je suis là-dedans. Là. On fait ça à l'envers, puis sais-tu quoi? Nos enfants vont se perdre dans le bois et vont se faire manger par un ours. Crème, ils survivront pas. Oui, mais regarde, tu sais, quand on parle d'autonomie, on me demande, OK, Guy, tu parles d'autonomie, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ton approche par rapport à l'autonomie? Parce que c'est difficile. OK, je vais te donner 3 situations. La première, tu as un individu à ta charge, soit un enfant, soit un joueur, soit un employé. Première chose, tu lui dis quoi faire. Voici ce que je veux, voici comment je le veux. Ça, c'est une forme d'approche. Deuxième approche, tu lui donnes une map. Voici où on s'en va, voici les différentes options, choisis. Ça, c'était la map. Troisième option, voici où on s'en va, je te donne une boussole, tu te débrouilles pour arriver là. Si je te pose la question, lequel de ces 3 situations, laquelle de ces 3 situations-là va te créer le plus d'autonomie et laquelle des 3 que tu as le plus besoin? Une question piège. Allez-y, messieurs. Ah non, c'est sûr que c'est la fête de la boussole. Guy, tabarnouche, mes enfants, ils viennent me voir. Papa, je trouve pas mon manteau. Ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la réponse. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas la boussole? Tu as absolument raison. Oui, tu en as besoin de la boussole. Mais il n'y a personne au monde qui est capable à toutes les fois, à toutes les situations, d'avoir juste une boussole de se rendre à bon port sans aide. Alors, c'est les 3 ensemble. Tu as besoin de la boussole à certains moments. Tu as besoin d'une map à d'autres moments. Puis à d'autres moments, tu as besoin de te faire dire quoi faire puis comment. Exemple,
ton enfant vient te voir avec moi, les je l'aime travaux pas, ce jeu-là. d'école. Il est perdu avec les travaux d'école. Si tu dis débrouille-toi, il va être perdu probablement le lendemain à la même heure. Mais si tu dis OK, voici comment moi je l'ai déjà fait, tu peux faire ça comme ça. La fois d'après, même type de travail, regarde, je t'ai aidé la dernière fois, je t'ai montré. Tu as eu la map, choisis tes options, travaille avec ce qu'on a fait la dernière fois de toi-même, tu reviendras me voir quand tu auras fini, puis on retravaillera ça. Donc, la map. L'autre fois d'après, regarde, j'ai un autre travail à faire, même style. OK, là, regarde, tu l'as boussole, là, tu es supposé avoir ça comme résultat. On l'a fait de différentes façons. Tu te débrouilles, tu viens me voir à la fin. Alors, c'est une progression. Tu as besoin des 3 situations. Tu as besoin des 3 façons pour créer ton autonomie. Donc, c'est pas juste débrouille-toi. Alors, c'est responsabilité, oui, même dans le pro, d'entourer ton gars. Mais une fois que tu l'as entouré, une fois que tu lui as dit qu'est-ce que ça prenait, une fois que tu as montré le chemin, que les leaders l'ont aidé, bien là, lui, là, il a les différentes options. Fait que s'il arrive encore juste dans le gym, à la place d'arriver une demi-heure avant, comme les autres pros, puis si après ça, tu lui as dit que, gars, ça fait 10 turnovers, là, je te donne des chances, mais c'est assez, là. Parce que l'autre à côté, lui, il n'en fait pas de turnover. Pourquoi je vais choisir toi à la place de l'autre? Puis à un moment donné, là, tu as la boussole. Comme on a jasé l'autre jour. Il me parle plus. Ben oui, mais c'est parce qu'on a passé par toutes les étapes, puis ça avance pas. On te donne la boussole, puis t'es encore perdu. C'est pas que je t'aime pas, mais j'en ai 3 autres, eux autres, on lui donne la boussole, puis ils se rendent à bon port. T'es dans le pro. On est obligé de passer un autre. C'est pour ça que la question d'autonomie, elle est cruciale quand tu arrives dans le professionnel. Il faut que tu en aies une grande quantité d'autonomie, une grande qualité d'autonomie, parce que sinon, tu ne pourras pas persévérer puis faire face à l'adversité. Puis pas capable, tu ne seras jamais capable de gérer la pression. Alors, c'est pour ça qu'il y a des individus, comme par exemple un gars comme Vlasic, que j'ai eu midget 3, personne ne voulait que je le prenne. Mais ce petit gars-là ne flashait pas, hockey sense, comme j'ai dit tantôt, mais à toutes les fois qu'il y avait un gros moment dans le camp d'entraînement, échappé, un défenseur qu'on a envoyé en shootout, je l'ai mis contre les meilleurs joueurs. Écoute, il faisait tout le temps la job parce qu'il était capable de prendre la pression, puis il avait de l'autonomie. Puis après, c'est rendu dans le pro. Personne n'a compris comment ça se fait qu'il était capable. Ouais. Je ne sais pas si je me fais clair. Je sais pas. Des messages de gens sur... Non, c'est clair. Je veux lire des messages. Les gens aiment bien ton message. Premièrement, vous savez, hein, mesdames, vous êtes à l'écoute. Gênez-vous pas pour nous écrire. On aime ça. Marianne Robitaille qui dit merci à Guy de nous donner une vision de l'intérieur rafraîchissant dans le monde de nos experts. Martin Joie qui parle d'une excellente analogie. Il y a Jean-Yves Coilier qui, après que tu aies parlé de plombier, qui dit merci pour le tuyau, Guy. Et là, c'est parti. Tu nous tires la pipe, mon Guy? Et là, toutes les jokes de plombier sont sortis. Fait que ça y va par là. Hey, tant qu'à passer de la... Non, mais c'est parce que plombier, c'est parce que là, j'ai rebâti mon chalet. Puis là, il est venu me montrer comment le fermer. Là, parce qu'avant, c'était un shack dans le bois. Puis là, c'est plus une maison dans le bois. Puis moi, je connais rien dedans. Puis j'étais tellement impressionné. Puis c'était tellement un expert, le gars. Mais il s'est même trompé. Là. Il disait, il y a un tuyau qui a coulé. Puis ci, puis ça. Puis ça m'est venu à l'esprit. Je pensais justement à ça à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai ramené ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les métiers. Puis des métiers comme ça, moi, ça me fascine. Parce que des gars d'expérience, c'est fascinant à regarder ça aller. Puis des voir maîtriser leur métier. Quand j'ai utilisé plombier. Il y a 2 autres commentaires, je vais vous lire, les gars, puis c'est pas parce que ça me donne raison sur Dominique Hachek, mais pas du tout. Il y a Éric Manta qui dit le jupon à Martin dépasse, lui qui est un ancien gardien de but. Fait que je trouve qu'il a bien raison là-dedans. Il y a Émile qui dit, Émile Letourneau qui dit un gardien comme Hachek, ça vaut un trio complet de Robitaille. J'ai tendance à dire qu'il a raison. Et il y a Jean-Luc Pigeon qui dit souvenez-vous la médaille d'or de 96. Elle a été gagnée par une seule et unique personne contre le Powerhouse du Canada, entre autres, le Dominator, Dominique Hachek. Mais c'est pas là-dessus que je voulais vous laisser, les gars, parce que je savais que j'avais raison tantôt. Je voulais vous laisser sur Mike Ribeiro. Martin. C'est des très bons points. Vas-y, Martin. C'est à moi d'y aller? Je voulais vous laisser sur le hyper talent de Mike Ribeiro qu'on a parlé et j'ai manqué le nom de la personne parce que là, il y a tellement de messages qui ont rentré, je vais le retrouver. Mais il y en a un qui dit souvenez-vous du meilleur défenseur junior qui arrivait puis qui est tombé dans la bouteille, Brian Fogarty. Oui, c'est vrai. Qui a joué avec le Canadien également. Les comparables moi, là, pour lui, je vais là, en lire on parlait du prochain commentaire. Bobby Orr. Là.
Oui, c'est vrai. Non, il avait. Lui, c'était un choix des Nordiques, je pense. Il a joué brièvement avec le Canadien également. Écoute, je vais lire un commentaire parce qu'il y en a plusieurs comme Martin qui font le tour, mais je vais lire un commentaire sur Facebook qui vient d'apparaître il y a quelques instants. Guy, il est pour toi. C'est Puck Drop Gaming qui dit: chaque fois que Guy passe au show, j'ai l'impression d'être plus intelligent. Merci, Guy. Écoute, faudrait que ma famille entende ça. C'est ça, mais pas lui. C'est ça, j'ai besoin d'aide chez nous pour que le monde pense ça. Ouais, mais sais-tu quoi? On pourrait échanger son opinion assez rapidement s'il nous écoutait sur la ligne pendant qu'on jase avant les shows. Il trouverait qu'on est assez cabochon. Mais ça, c'est la préparation pour être capable de gérer le stress, Martin. Il y a différentes façons de gérer le stress. Oui, c'est ça. Moi, je t'utilise. C'est ça, je t'utilise. T'es utilisé. Puis là, la bonne nouvelle, Guy, c'est que moi, sur ma feuille ici, j'avais 4-5 sujets que tu voulais nous jaser. Fait que tu auras tes sujets pour vendredi, parce qu'on est parti complètement ailleurs, mais tu reviens vendredi, on pourra faire le tour avec toi. Mais ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on a le même sujet, qu'on n'a même pas de garde de mettre ça à la table. C'est correct, c'est bon. On en a 2 mois. T'as raison. On est correct. Mais avant qu'ils partent... 2 fois, je pense, avant qu'ils partent, puis... On suit leur silo. Ouais. Non, on a suivi le silo Normand, on a suivi le silo l'autre jour. Oui, vas-y. Denis. Oui, mais avant qu'ils partent, parce qu'il reste encore bien du monde qui nous écoute en podcast, puis parce qu'on a parlé de ça tantôt pendant qu'on jasait du show, Yannick, je voudrais pas on finisse le show puis qu'on laisse aller Guy sans qu'il me raconte ce qu'il m'a dit tantôt quand on jasait, pourquoi qu'il y avait un inconfort de parler des pires premiers choix. Parce qu'il y a une anecdote savoureuse à écouter. En tout cas, je ne sais pas si le monde sur le RDS.ca, ça leur tente de l'entendre. Moi, je pense que c'est bon, là. Écoute, c'est parce que, tu sais, moi, je suis nouveau dans le monde médiatique, là. Je suis une recrue, puis je fais ça à la soupe qui arrive, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, je me garde une certaine retenue, puis une liberté que je pense que j'ai pas encore, puis que je veux pas nécessairement avoir non plus, parce que je suis pas un expert média. Puis je œuvre dans le milieu du hockey, fait que je revois ces gens-là, puis tu sais, évidemment, quand les gens font partie des listes positives, c'est le fun. Quand ils font partie des listes négatives ou des commentaires négatifs, après ça, c'est parce que j'en ai vu de toutes les sortes. Il faut comprendre que tu peux faire face à l'individu lui-même parce que tu es rendu dans son environnement, tu peux le voir dans la rue, tu peux recevoir un appel, ou c'est ça m'est déjà arrivé, la sœur de l'un, le frère de l'autre, le père, le cousin, puis c'est intense. Fait que, tu sais, ça va loin une fois que tu énonces tes couleurs sur un individu. Après ça, il faut que tu subisses les circonstances. Puis moi, je suis tout nouveau là-dedans. Fait que c'est sûr que j'étais un peu pissou par rapport à ça. Fait que moi, je me rappelle, j'ai une anecdote. On avait un coéquipier à McGill. Son nom, c'était Hawk, David Hawk. C'était notre capitaine. J'étais tout jeune. J'arrivais dans le milieu universitaire à ce moment-là. Puis il était tout fier de son oncle. Son oncle avait été dans la Ligue nationale. Son nom, c'était Fran Hawk. Fait que, écoute, il en parlait tout le temps, faisait référence à ça. Fait que, tu sais, il était beaucoup plus vieux. Fait que c'était l'autre génération d'avant, tout ça. Puis nous autres, on l'avait jamais vu jouer. Surtout maintenant que tu n'as pas accès à ces vidéos-là dans ce temps-là. À un moment donné, dans un magazine de hockey, on était dans l'autobus. Je me rappelle, on s'en allait jouer à Toronto. Et puis, il y en a un de nos chums en arrière, il dit Hey, ton oncle, c'était pas Fran Hawk? Fait qu'il dit Ouais, il a joué une nationale, puis là, il est reparti encore sur une chiffre. Fait que, on l'écoutait, il dit Écoute, il mentionne son nom dans le magazine. Fait que là, évidemment, il dit vas-y donc. Fait que moi, on lui a fait lire avec le micro. Fait que finalement, on parlait d'un autre joueur qui, soit dit en passant, était considéré comme un des pires de l'histoire de la Ligue nationale. Je dirais pas son nom. Fait qu'ils ont dit qu'il y avait peut-être juste un joueur pire que lui dans l'histoire de la Ligue nationale. C'était Fran Hawk. Écoute, écoute, je peux te dire, le capitaine, il a eu des dents. Ses dents étaient partout à terre dans l'autobus. Puis évidemment, ça a devenu la risée pour les années qui ont suivi après. Toutes les fois qu'il y en a un qui faisait une niaiserie puis une connerie, on l'appelait Fran. Fait que c'est des petites répercussions des fois qui ont l'air de rien, mais ça peut déranger. Fait que c'est pour ça que j'hésite. Moi, je suis très... j'ai bien de la misère là, à dire quelque chose de négatif sur quelqu'un parce que je sais qu'est-ce que ça peut avoir. Fran Hawk. Fran Hawk. H-U-C. Ouais, c'est cool.
Fait que c'est ça. Fait que, Bon, ben, t'as pas été un Friends Hawk aujourd'hui, Guy. T'as fait la job. Good job, mon Guy. On a eu bien des histoires avec, entre autres, merci. avec Ribeiro, là. Ouais. Big show, gros. On se rejase vendredi. Merci, messieurs. À vendredi, un sujet, finalement, regarde, on en prépare pas cette fois. Salut. Ouais, bye. Salut. Ciao. Bye. Écoute, il y a eu de nombreux commentaires, Martin, à gauche et à droite. On a, en tout cas, je sais que sur rds.ca, tu en as eu beaucoup sur Facebook également. Merci à Joël Cyr qui nous a envoyé qui m'a envoyé des questions là, sur Facebook. Merci à Valérie Gautran à la réalisation mise en onde. Toute l'équipe technique également en studio derrière qui a fait tout un travail. Puis Normand et Guy, encore une fois, qui nous ont fait tout un show ce midi. Ouais. Tu veux-tu une confesse avant qu'on se laisse? Vas-y. Tu sais, je te disais en début de show que ton micro était pas mieux que pendant la pratique, là. Ben, il était correct. Ils m'ont dit que c'était correct. C'est toi là, qui as un problème de son. Parce que le son était très bon tout le long. Ouais, c'est mon écouteur parce que toi, Normand et Guy, vous aviez un son de la planète Mars. Fait que finalement, c'était moi le trouble. Fait que je te le dis après 1h15 de show, gros. Écoute, j'ai posé la question. Quand tu m'as dit ça au début du show, j'ai écrit à Val, à la réalisation. Elle m'a dit non, tout est correct avec ton micro. Je dis bon, ben, le mets d'un patate. Fait que je m'en suis pas occupé. Parce qu'au début, je parlais pas. Je me suis dit, si mon micro, c'est l'enfer, tu sais. Mais c'était correct. Une c'est belle ton commandite. écouteur. C'est quoi Change ton l'annonce? écouteur. Dans les patates depuis. Ah, là, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi l'annonce? All right. Gros merci à tout le monde d'avoir été là. On a eu du fun encore une fois. Demain, David Perron va être là, entre autres. Et on a une surprise, je pense, demain. Non. Wow. David n'est pas là demain. On l'a fait hier, mon chum. Oh! On l'a fait hier, David. Demain, c'est... François Gagnon bon. et un invité surprise qu'on va vous confirmer. C'est qu'en fait, on attend la confirmation pour l'autre invité, mais c'est François Gagnon puis un invité surprise. Fait que soyez là. C'est bon. Sinon, on criera « Surprise ». Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous. Ciao, ça. Yann. Attention à toi. Bye-bye. Salut.